de CM2, dans le cadre de notre projet commun, transmettre la mémoire de la Shoah à travers récits et chansons. Nous, élèves de 3e 4, avons enquêté pour vous sur un petit garçon prénommé Edo. À travers le parcours de vie d'Edouard, nous souhaitons vous permettre de mieux comprendre le processus de la Shoah. Vous permettre de comprendre comment une politique raciste et antisémite a conduit à un génocide de près de 6 millions de morts, hommes, femmes et enfants, en Europe. Tout d'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est la Shoah. Le mot Shoah, à l'origine, s'écrit sans majuscule. C'est un nom commun. Il est d'origine hébraïque. Voyez ici le mot Shoah avec notre alphabet et le mot Shoah avec l'alphabet hébreu. Il veut dire catastrophe en hébreu. Le mot Shoah est utilisé aujourd'hui pour désigner le génocide des Juifs d'Europe. Le mot génocide vient du grec génos, qui veut dire peuple, et du verbe latin caedere, qui veut dire tuer. Un génocide est donc la mort programmée et organisée par un État d'un groupe de personnes qui n'ont pas soit la même religion, soit la même couleur de peau, ou soit la même culture. C'est en 1985 que le mot Shoah prend une majuscule en France. En effet, un film sort. Il se nomme Shoah. Shoah est un film documentaire français sur le génocide des Juifs d'Europe. Il est réalisé par Claude Lanzmann. Le film dure près de 10 heures. Aujourd'hui, il ne reste pas de traces de destruction car les nazis ont détruit les preuves. Il ne reste que le vide. Qu'est-ce qu'un génocide si ce n'est le vide, l'absence laissée par les victimes? Ici, quelques photos des lieux de mise à mort en Pologne où il ne reste que de grands espaces vides où règne le silence. D'abord, la forêt près du site de Chełmno. Ici, Sobibor. Puis Belzec. On estime aujourd'hui à près de 6 millions de juifs morts dans ce génocide. Et enfin, Birkenau, où la plupart des juifs de France ont été assassinés ici. Il y a des survivants de la Shoah, environ 2500 personnes pour la France, sur 76 000 personnes déportées. Ils ont survécu car ils ont échappé au centre de mise à mort. En France, plusieurs musées permettent d'en apprendre plus sur la Shoah. Le plus grand se trouve à Paris et se nomme le Mémorial de la Shoah. Le plus proche de nous est un musée à Orléans consacré essentiellement aux enfants de la rafle du Veldiv. Et un musée à Pithiviers qui évoque le camp d'internement et le départ des convois. Pour vous introduire dans le parcours de vie d'Edouard, il est essentiel que vous connaissiez ses origines, qui sont ses parents, qui sont les membres de sa famille et d'où il vient. Le papa de Serge et Édouard s'appelle Solomon, Szlama en polonais, Wajenreb. Il naît le 23 mars 1898 à Varsovie, en Pologne. Varsovie est l'actuelle capitale de la Pologne. Varsovie est située en plein cœur de l'Europe. En suivant les axes routiers, la distance qui sépare Varsovie de Trzynów est de 1753 km. Elle compte environ 1,3 million d'habitants en 1919 et environ 1,8 million à ce jour. Avant la Seconde Guerre mondiale, environ 350 000 juifs vivent à Varsovie, soit 30% de la population. C'est la plus grande communauté juive d'Europe. Lors de l'invasion allemande de la Pologne, le 1er septembre 1939, la ville est entièrement détruite. À partir du 23 novembre 1939, les juifs portent toutes ces brassards blancs ornés d'une étoile de David bleu pour les reconnaître. À partir de ce moment-là, les écoles juives ferment, on leur prend tous leurs biens. Le 12 octobre 1940, ouverture du ghetto de Varsovie, où sont parqués 450 000 juifs. Après la Seconde Guerre mondiale, seulement 11 500 juifs ont survécu, soit 3% de la population juive de Varsovie. La maman de Serge et Édouard s'appelle Sarah Suzanne Kuchelewicz. Elle naît le 19 novembre 1903 à Lida, en Lituanie, dans une fratrie de 12 frères et sœurs. Au cours de notre enquête,
nous avons remarqué sur les documents d'archives que la maman d'Édouard et de Serge apparaît avec 3 prénoms différents. Sarah, Clara, Suzanne. Nous choisissons alors de l'appeler Suzanne, car c'est ainsi que Serge, le grand frère d'Édouard, la nomme. Lida est une ville située en Biélorussie. Elle se situe à 2158 km de Paris et 2213 km de Trinou. Avant la Shoah, 9000 juifs environ vivaient à Lida. Lida est un shtetl. Ce mot désigne en yiddish un quartier juif. Il est beaucoup employé avant la Seconde Guerre mondiale pour faire référence aux villes ou quartiers regroupant une population majoritairement juive. Il ne reste plus que 300 juifs dans la ville à la Libération en juillet 1944. Le génocide a laissé un grand vide. On imagine que la mère d'Édouard a fait un long voyage pénible d'environ 2 jours pour arriver à Paris. Pendant la Shoah, la Wehrmacht, le terme utilisé pour désigner l'armée allemande, arrive dans la ville le 30 juin 1941. À Lida est installé un ghetto, quartier où les juifs sont forcés de résider. Le 19 septembre 1943, tous les juifs survivants du ghetto sont rassemblés et envoyés au camp de concentration de Majdanek où ils sont assassinés. Aujourd'hui, Lida est une ville touristique grâce à ses châteaux, ses églises, sa cathédrale et grâce à ses sculptures. Elle est aussi bien placée géographiquement car elle est proche de la frontière de la Lituanie et de la Pologne. Solomon et Suzanne arrivent en France avec leurs familles respectives, vraisemblablement au début des années 1920. Ils se rencontrent à Paris, puis ils se marient, le 12 septembre 1925. Grâce aux archives de Paris, plus précisément le recensement de 1931, nous savons qu'ils vivent au 10 rue Villehardouin, dans le 3e arrondissement de Paris. Une des sœurs de Solomon vit avec eux, elle s'appelle Sarah. Nous pensons qu'ils y restent quelque temps, car sur le certificat de naissance de Serge, c'est cette adresse qui est indiquée. Serge naît le 22 juin 1931 à Paris. Le 17e arrondissement est l'un des 20 arrondissements de Paris. Il se situe au nord-ouest de Paris. Le 17e arrondissement comprend plusieurs quartiers. Ternes, Plaine de Monceau, Batignolles et Épinette. Le quartier de la famille d'Édouard est celui des Ternes. Entre 1918 et 1939, de nombreuses personnes venues des divers pays d'Europe de l'Est viennent s'installer à Paris car la France apparaît comme le pays des droits de l'homme. Ces nouveaux habitants, très souvent juifs, contribuent énormément au développement de l'économie française. Près de chez Édouard, il y a un parc, appelé Jardin Marguerite-Long, qui est probablement celui où il allait après l'école, comme sur une des photographies où Édouard apparaît. Solomon exerce la profession de maroquinier. Il tient un magasin situé 42 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, à Paris, dans le 17e arrondissement. Le maroquinier confectionne des objets en cuir, comme des portefeuilles, des sacs à main et des porte-monnaies. Le terme maroquinier vient du Maroc, où on commence à tanner les peaux dès le XIIe siècle. En France, cet art s'est développé depuis le XVIIe siècle. Suzanne travaille dans la fourrure. Elle est mécanicienne fourreuse. Le métier de fourreur consiste à utiliser les peaux, tannées au naturel, teintes ou rasées. Le fourreur crée, transforme ou répare des pièces uniques. Il associe des techniques de couture. Le fourreur peut réaliser l'ensemble des étapes de création d'un vêtement. Il est capable de réaliser le patron, la découpe des pièces et l'assemblage complet. Après 1936, la famille Weyenreb habite au 23 rue Ruhmkorff, dans le 17e arrondissement de Paris. La vie est paisible. Solomon travaille à 400 mètres du domicile familial, tandis que Serge va à l'école publique Saint-Ferdinand, à 600 mètres de chez lui. Grâce aux archives de Paris, nous avons retrouvé Serge dans les registres de l'école. Il y est inscrit jusqu'au cours complémentaire. Enfin, pour terminer cette partie, nous allons partager avec vous
un extrait du témoignage de Serge, The Hidden Childhood, traduit de l'anglais. Celui-ci nous a été transmis par l'Holocaust Museum de Vancouver au Canada, où vit Serge depuis 1947. J'ai de bons souvenirs des années d'avant-guerre. La vie est plutôt agréable. Nous vivions en famille dans un appartement de 4 pièces. Pendant les années 30, mon père avait une bonne situation comme artisan maroquinier dans un quartier très confortable et une clientèle d'artistes bien connus. Il avait sa propre voiture et on voyageait souvent au bord de la mer pendant les vacances d'été. Bien que mes parents aient eu de nombreux amis juifs, ils n'étaient pas religieux. Mon père et sa famille étaient très opposés à la religion. Ils s'étaient intégrés à la culture française et je n'ai donc jamais mis les pieds dans une synagogue pendant mon enfance. En fait, mes parents étaient culturellement juifs, ils parlaient yiddish dans leur famille et avec leurs amis. Nous cuisinions des plats juifs traditionnels, mais ma mère cuisinait aussi à la française. On était français, comme tout le monde à cette époque. Pendant les vacances d'été, la famille Weyhenreb se rend aussi souvent à la ferme de la famille Poignard, à Neuvy-en-Sullias, dans le Loiret. Enfin, Édouard naît le 11 août 1939, à Neuilly-sur-Seine, en France. Comme beaucoup de familles, les parents de Serge et d'Édouard viennent d'Europe de l'Est. Ils fuient les persécutions contre les Juifs. Beaucoup d'entre eux pensent trouver refuge en France. Après la capitulation de la France, en juin 1940, se met en place le régime de Vichy. Il est dirigé par le maréchal Pétain. Ainsi, en France, une politique raciste et antisémite se met en place progressivement. À travers le parcours de vie d'Édouard, nous allons vous rappeler les différentes phases du processus de la Shoah. Tout d'abord, l'exclusion, ensuite l'arrestation, puis l'internement, la déportation et enfin l'assassinat. Né en 1939, Édouard débute sa vie, tout au début de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la vie continue. Édouard grandit, il fête ses 1 an, puis ses 2 ans en 1941. Serge, son grand frère, raconte qu'il a passé beaucoup de temps avec son petit frère pendant cette période. Grâce à la famille Vanry et à l'Holocaust Museum de Vancouver, nous avons retrouvé plusieurs photographies. Mais la vie quotidienne de la famille Weyhenreb commence à basculer. Le processus de la Shoah se met en place. À partir de juin 1940, Pétain gouverne la France. Il installe son gouvernement à Vichy. On le nomme aujourd'hui le régime de Vichy. Des lois raciales en France sont mises en place par ce gouvernement. Elles apparaissent dès septembre 1940. Elles visent les Juifs et sont une succession d'obligations ou d'interdictions. D'abord, les Juifs subissent un processus d'exclusion, avec des lieux publics interdits comme la bibliothèque, le théâtre ou encore les parcs. Ils ont l'obligation de monter dans le dernier wagon du métro, comme nous avons vu dans La petite fille du Veldiv. Ensuite, tous leurs biens sont spoliés. Spolier signifie déposséder quelqu'un de tout ce qu'il possède par la violence. La loi de juillet 1941 dit qu'il faut éliminer toute influence juive dans l'économie nationale. Le gouvernement recense donc tous les juifs afin d'identifier la totalité de leurs biens. Puis il les saisit pour les revendre ou liquider leurs biens. La spoliation vise principalement les entreprises ou encore les biens de valeur comme des œuvres d'art. En France, la spoliation a lieu de 1941 à 1944 durant l'occupation allemande. Elle est assurée par le gouvernement de Vichy. Dans son témoignage, Serge raconte : un jour, en 1941, un fonctionnaire du gouvernement est venu au magasin de mon père et a saisi son entreprise. Il s'est emparé de son commerce. Il a crié : « C'est maintenant à moi, ne touchez pas à l'argent, à la banque, et vous êtes dehors !» Ce jour-là, l'entreprise de mon père a été saisie par la police. J'avais 10 ans à ce moment-là, et le fait d'assister à la mise en œuvre de toutes ces lois antisémites était terrifiant. Je me sentais traquée et indigne. Après la mise sous séquestre de son magasin, Solomon part vivre en zone non occupée, alors que Suzanne, Serge et Édouard restent à Paris.
Le processus d'exclusion s'intensifie avec le régime de Vichy qui impose le port de l'étoile jaune le 7 juin 1942. Nous avions tous cet insigne, mauvais, sur la poitrine, sous la forme d'une étoile jaune. En tant qu'enfant, il était très difficile d'être marqué publiquement. Le fait de devoir porter l'étoile jaune a été l'un des moments les plus traumatisants. Après l'exclusion, vient la phase des arrestations lors de la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv est une arrestation massive des familles juives. Elle se déroule les 16 et 17 juillet 1942. Le Veldiv est l'abréviation de Vélodrome d'hiver. Il se situe dans le 15e arrondissement de Paris. Avant la guerre, le Vélodrome d'hiver est connu sous le nom de Palais des Sports de Grenelle. Il ouvre en 1909. Jusqu'à sa rénovation en 1931, il y sont organisées des courses de cyclisme et des combats de boxe. 13 152 juifs de 2 à 60 ans sont arrêtés, dont 4 115 enfants. 9 000 policiers et gendarmes exécutent cette rafle sous la direction du gouvernement de Vichy et des autorités allemandes. Les 13 152 juifs arrêtés sont transportés en autobus. Les familles, soit environ 8 000 personnes, sont elles envoyées au Vélodrome d'hiver. Elles y restent enfermées pendant plusieurs jours. Les familles juives y endurent des conditions de vie extrêmement difficiles. Voici un extrait du témoignage d'Annette Müller. Nous étions installés sur des gradins, pressés contre d'autres gens, appuyant la tête sur les ballots ou les valises. En bas, sur la grande piste, on voyait des box et des gens autour qui gesticulaient. On entendait un bourdonnement de voix, comme une clameur discontinue, et sans cesse, on voyait ces mouvements désordonnés de la marée humaine sur les gradins. Au milieu du bruit, toute la journée, des haut-parleurs appelaient des noms. Il y avait de la pisse et de la merde partout. J'avais mal à la tête, tout tournait, les cris, les grosses lampes suspendues, les haut-parleurs, la puanteur et la chaleur écrasante. À l'emplacement du Vélodrome d'hiver, on trouve aujourd'hui un jardin mémorial. Nous y avons retrouvé les traces d'Édouard sur le mur des enfants. « 4-5 jours après la rafle, les familles présentes au Vélodrome sont transférées par train au camp d'internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Suzanne et Édouard sont arrêtés lors de la rafle du Veldiv. Serge, le grand frère d'Édouard, y échappe. Voici comment. Le 16 juillet 1942, à 4 heures du matin, on frappe à la porte pour nous réveiller, ma mère, mon petit frère et moi. C'était la police. Ils étaient là pour nous arrêter. Les 2 policiers français ont dit à ma mère que nous avions 1 heure pour préparer une petite valise. Ils n'ont pas voulu nous donner d'informations sur l'endroit où nous allions ou ce qui allait se passer. Ma mère m'a prise à part et m'a dit « Tu vas t'enfuir ». Elle a regardé l'étoile jaune sur ma poitrine et l'a retirée. Je devais courir jusqu'à la station Porte-Maillot, prendre le métro, descendre à la gare d'Austerlitz, puis prendre le train jusqu'à Orléans, enfin un autobus jusqu'à Tigy pour me rendre à la ferme de nos amis les Poignards. Si on me posait des questions, j'étais censée répondre que je rendais visite à des gens de ma famille du côté d'Orléans. Cours jusqu'à la ferme des Poignards, ils s'occuperont de toi, ce sont de bons amis de la famille. Je ne voulais pas la laisser seule avec mon frère et j'avais peur de sortir dehors avec tout ce qui se passait, mais elle me forçait vers la porte, les larmes aux yeux. J'ai pleuré quand ma mère m'a dit de la quitter. J'avais 11 ans à l'époque, alors bien sûr j'ai écouté ma mère, mais j'étais terrifiée. Je ne savais pas ce qui m'attendait et je ne voulais pas quitter ma famille. J'ai pris l'argent de ma mère et mes livres d'école et je suis partie. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Ma mère a compris que mon petit frère Édouard était trop jeune pour partir avec moi, mais elle voulait essayer de sauver au moins un de ses enfants. J'étais celui-là. C'est la dernière fois que j'ai vu mon petit frère Édouard. Après la phase des arrestations, vient la phase de l'internement. Suzanne et Édouard arrivent au camp de Pithiviers le 21 juillet 1942. Ils y restent enfermés jusqu'au 15 août 1942. Grâce aux archives nationales, nous pouvons vous montrer les fiches qui sont établies à l'arrivée et au départ du camp. Le camp de Pithiviers se situe à 27 km de Trénoux et à 500 mètres du centre-ville.
Il est construit en mai 1941 et ferme en août 1944. Les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande font partie des camps d'internement du Loiret. Entre 1941 et 1943, 16 000 juifs, dont 4 700 enfants, y sont internés. Le camp accueille d'abord des prisonniers de guerre allemands, puis des prisonniers de guerre français, et enfin les juifs arrêtés lors de la rafle du Billet Vert et la rafle du Veldiv, comme Annette et sa famille. Dans le récit que nous avons lu ensemble, voilà comment elle décrit le camp de Beaune-la-Rolande. On imagine que Suzanne et Édouard découvrent la même chose à Pithiviers. Le camp est entouré de fils de fer barbelés épais. Aux quatre coins, des gendarmes dans des miradors braquaient jour et nuit des fusils. Au-delà, on apercevait le clocher de l'église du village tout proche. Il y avait une vingtaine de baraques de bois. Devant certaines, des bandes de ciment étroites avec des trous espacés, les latrines. Dans la journée, les gens, accroupis et culottes baissées, faisaient leurs besoins aux yeux de tous. Nous avions peur d'y aller. D'énormes vers blancs y grouillaient. Entre le 17 et le 28 août 1942, 2798 enfants sont déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau et aucun n'est jamais revenu. 6 convois de juifs partent de Pithiviers et 2 convois de juifs partent de Beaune-la-Rolande. Les bâtiments sont détruits au cours des années 1950 pour des raisons matérielles. C'est à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, le dimanche 17 juillet 2022, qu'est inauguré un nouveau lieu de mémoire, à Pithiviers. C'est un lieu de mémoire, d'éducation et de transmission de la Shoah. C'est dans ce lieu que nous irons ensemble le 7 juin. Tous ensemble, nous y avons retrouvé le nom d'Édouard. Il figure en effet sur le mur des noms des enfants. Suzanne et Édouard sont transférés le 15 août 1942 au camp d'internement de Drancy, près de Paris. Les archives nationales nous ont envoyé leurs fiches. Suzanne y reste jusqu'au 31 juillet 1943, tandis qu'Édouard en part une première fois, le 4 septembre 1942, pour des raisons de santé. Le camp d'internement de Drancy est devenu de 1941 à 1944 le principal lieu de transit des Juifs de France avant leur déportation. C'est un lieu témoin essentiel de la Shoah, où des Juifs de 56 nationalités différentes ont été internés. Les conditions matérielles et psychologiques y sont extrêmement rudes. L'essentiel des repas se compose de soupe. Les chambres comptent environ 50 à 60 occupants, y compris de nombreux enfants. Dès 1946, les barbelés du camp et les miradors sont démontés. Les bâtiments sont conservés. La cité de la Muette reprend sa fonction première, des logements. Le site est classé monument historique en 2001. Aujourd'hui, la cité de la Muette abrite un mémorial dédié à la mémoire de 63 000 juifs déportés depuis ce camp d'internement. Nous découvrons sur la fiche de Drancy qu'Édouard est hospitalisé à l'hôpital Claude Bernard à partir du 4 septembre 1942. Nous ne sommes pas sûrs, mais nous pensons qu'il y reste longtemps. D'après notre enquête, jusqu'en avril 1943. Suzanne et Édouard vivent donc séparés pendant tout ce temps. Édouard n'a que 3 ans. Pendant qu'Édouard est éloigné de Drancy, Suzanne y reste enfermée pendant 1 an. Puis elle est déportée par le convoi 58 le 31 juillet 1943 au camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le processus de la Shoah se poursuit. Mais Suzanne réussit à échapper aux sélections et reste dans le camp de concentration de Birkenau. Nous ne savons pas comment elle a survécu, car elle n'a jamais raconté à Serge ce qu'elle a traversé. L'UJIF a été fondé à la demande des Allemands par le régime de Vichy en 1941. La loi qui crée l'UJIF vise à rassembler les Juifs en une seule communauté. Sa direction et son secrétariat étaient établis à Paris, au 19 rue de Téhéran. C'est une union qui consiste à garder la visibilité des Juifs auprès des pouvoirs publics.
Grâce au microfilm conservé de l'UGIF, nous savons qu'Édouard a eu beaucoup de soucis de santé. D'après notre enquête, nous savons qu'il est conduit chez un médecin ORL, Dr Veil, rue Daumier, le 15 avril 1943. À la suite de cette consultation, il quitte l'hôpital Claude Bernard le 22 avril 1943. Il est alors confié à l'UGIF. Il est d'abord envoyé à Montgeron, puis accueilli dans un orphelinat, le centre numéro 40, à Neuilly-sur-Seine, à partir du 25 mai 1943. Il ne retrouve donc pas sa maman à Drancy et ne la revoit jamais. Édouard semble avoir des soucis de santé liés au système ORL. Ainsi, nous retrouvons sa trace le 4 octobre 1943. Il a alors rendez-vous dans le service ORL à l'hôpital Rothschild, à Paris. Ce rendez-vous entraîne ensuite une nouvelle hospitalisation, le 14 octobre 1943, à l'hôpital des enfants malades. C'est vraisemblablement au cours de cette période qu'Édouard fait la connaissance d'Hélène Baird, une jeune femme bénévole auprès de l'UGIF, célèbre pour son journal intime, publié en 2008. Édouard est envoyé à l'hôpital des enfants malades le 14 octobre 1943. Cet hôpital se situe au 149 rue de Sèvres, dans le 15e arrondissement de Paris. Il est regroupé en 1926 avec l'hôpital Necker. Il est désormais appelé l'hôpital Necker Enfants Malades. Grâce à l'Holocauste Museum de Vancouver, nous avons retrouvé la trace d'Édouard dans le journal d'Hélène Baird. Hélène Baird est une jeune Française, autrice d'un journal relatant sa vie de 1942 à 1944. Il est publié pour la première fois en 2008. Elle meurt du typhus à Bergen-Belsen en avril 1945. Voici les 3 extraits où il est question d'Édouard. Jeudi soir, 28 octobre 1943. Ce matin à 9h, j'étais aux enfants malades pour prendre des nouvelles d'un de mes petits. J'ai traversé la salle avec ses petits lits blancs et tous ces petits enfants dressés sur leurs oreillers. C'est lui, Doudou, qui m'a reconnu. Moi, je l'ai reconnu au sourire radieux qu'il m'a fait, car il était beaucoup plus beau qu'avant, avec ses cheveux roux bouclés. Mercredi 17 novembre 1943. Je reviens de l'hôpital des enfants malades, où une surveillante m'avait convoqué à cause d'un enfant. Une femme de cœur et d'intelligence voulait sauver Doudou. Je lui en ai expliqué qu'il n'y avait rien à faire, qu'il était bloqué. Et saisi ses hésitations vis-à-vis de l'UGIF, et cela m'a fait de la peine. Les enfants bloqués sont des enfants dont les parents ont été déportés et que les Allemands ont remis aux orphelinats de l'UGIF, avec l'interdiction de les faire sortir. La plupart de ces enfants bloqués seront ultérieurement déportés. Mardi 1er février 1944. Hier matin, était chercher Doudou à l'hôpital. Ses infirmières et les enfants ne voulaient pas le laisser partir. Une fois sorti de l'hôpital, Édouard est toujours pris en charge par l'UGIF. À partir du 15 février 1944, il est accueilli à l'orphelinat de la Varenne-Saint-Maur, plus précisément à la pension Zisman. Grâce à Michel Gluto et à l'ouvrage qu'il nous a envoyé, intitulé Les orphelins de la Varenne, 1941-1944, nous avons imaginé les derniers mois d'Édouard en France. 3 maisons d'enfants se situent à Saint-Maur-la-Varenne. Parmi les 3 maisons se trouve la pension Zisman. Elle se situe rue Saint-Hilaire, au sud-est de Paris. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, le capitaine SS Alois Brunner ordonne la rafle des maisons d'enfants juifs. La pension Zisman, dont fait partie Édouard, est visée. 28 orphelins sont arrêtés. Ces enfants âgés de 4 à 11 ans sont mis dans des autobus, puis conduits à Drancy. Rescapé de cette rafle, Albert Smerman raconte son histoire dans un témoignage unique et bouleversant. Nous sommes le 20 mai 2012. À la Varenne, petite ville charmante des bords de Marne, s'est déroulé à un mois de la libération un drame épouvantable. La déportation des enfants de l'orphelinat, la machine à remonter le temps. Ça va arrêter le 22 juillet 1944.
date qui va rester à tout jamais dans les mémoires. Ce jour d'été, a priori comme les autres, va se transformer en cauchemar pour ceux qui l'ont vécu et ceux, si rares, qui ont survécu. Rien ne laisse présager ce qui va suivre, si ce n'est pas qu'il règne, alors une animation inaccoutumée, des préparatifs de départ s'organisent. Les enfants âgés de 4 à 11 ans sont brutalement réveillés. Les monitrices s'efforcent de calmer leur angoisse. Je suis avec mes camarades quand le destin va se manifester. Une première fois, pris de vomissements, je suis emmené à l'infirmerie par une employée non juive, puis à son domicile au premier étage, d'où je vais être le témoin horrifié de cette scène insoutenable. Les 28 orphelins, dont Édouard, vont être précipités dans les autobus de la honte, avec baluchons et matelas. Édouard revient à Drancy, le 23 juillet 1944. Il a 4 ans et demi. Alors que Paris est libéré, il est conduit à la gare de Bobigny et déporté par le convoi 77 le 31 juillet 1944. Le convoi 77 est le dernier grand convoi de déportation des Juifs. Le convoi 77 dans lequel a été emmené Édouard par le 31 juillet 1944 de Drancy pour la gare Paris-Bobigny à destination du centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau qui arrive dans la nuit du 3 août. La déportation se fait par train. Les gens sont entassés dans des wagons bestiaux sans eau ni nourriture. Il compte 1310 personnes, 986 hommes et femmes, 324 enfants, dont 125 ont moins de 10 ans. Le processus génocidaire arrive à son terme. Édouard, âgé seulement de 4 ans et demi, meurt, assassiné au centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau le 5 août 1944. Auschwitz-Birkenau est situé en Pologne à 1483 km de Trzynów. À partir du début de l'année 1942, Birkenau devient le lieu d'assassinat des Juifs de France, entre autres. Les détenus arrivent de toute l'Europe en train, souvent après plusieurs journées passées dans des wagons à bestiaux. Au moins 1,3 million de personnes ont été déportées à Auschwitz, dont 1,1 million de Juifs. À Birkenau, près d'1 million de Juifs sont assassinés, dont 69 000 Juifs de France. Édouard en fait partie. Ce film est l'aboutissement de notre enquête. Un travail que nous menons depuis octobre 2023. Pour Édouard, n'oublions jamais. Le processus génocidaire de la Shoah a conduit à l'assassinat d'Édouard, un enfant de 4 ans et demi. N'oublions jamais. Tout ce travail d'investigation, essentiel à la mémoire de la Shoah, nous a permis de retracer le parcours de ce petit garçon. Ainsi, nous redonnons vie à son court destin. C'est notre façon à nous de lui donner une place dans la mémoire collective. Nous souhaitons également transmettre à Serge, son grand frère, qui a eu la gentillesse de nous accorder du temps depuis Vancouver, le fruit de notre travail. Enfin, chers camarades de CM2, l'ultime étape de notre enquête, survivre à la Shoah. La famille Weyhenreb, qui comptait 4 personnes en 1939, ne comptait plus que 3 personnes en 1945, au moment de la libération officielle de la France. Suzanne, la maman de Serge et Édouard, survit. Elle rentre en France en mai 1945. Quant à Solomon, le papa d'Édouard et Serge, il remonte sur Paris après plusieurs années à vivre caché et dans la peur d'être arrêté. À travers notre enquête, nous essayons de retracer le parcours de Serge, un enfant caché, tout comme Annette Muller, jusqu'à ses retrouvailles avec son papa et sa maman. Serge survit à la Shoah car il devient un enfant caché jusqu'à la libération de la France. Sa clandestinité commence le 16 juillet 1942 lorsqu'il quitte l'appartement familial de Paris. Seul, âgé de 11 ans, il quitte Paris par le train. Il arrive alors à la gare d'Orléans où il prend un car pour Tigy. De Tigy, il va à pied jusqu'à la ferme de René et Marguerite Poignard à Neuvy-en-Sulliaz dans le Loiret. La peur au ventre, il arrive tard le soir. Il nous a confié avoir un souvenir très difficile de ce parcours. Dans le dossier de Yad Vashem, Serge raconte: le long voyage s'est passé sans accident et je suis arrivé à la ferme La Petite Croix. La famille Poignard était en train de dîner, totalement surprise par mon arrivée inattendue. Ils m'ont reçu comme si j'étais leur propre fils, et les enfants
comme si on était frères et sœurs. Immédiatement après mon arrivée, les précautions sont organisées en cas de danger. Des cachettes dans la buanderie, dans le grenier, dans la grange, avec un lit aménagé dans la paille, avec nourriture et livres. Je ne sortais que rarement en dehors de la ferme, et aussitôt qu'on entendait la sonnette à l'entrée de la ferme, il fallait se préparer à se cacher rapidement. Serge reste quelques mois chez la famille Poignard jusqu'en octobre 1942. Son oncle, Samuel Solnika, vient le chercher pour tenter de passer en zone non occupée et retrouver son père, Solomon. Ils réussissent, malgré les risques immenses. Ainsi, jusqu'à la libération, Serge vit caché, avec ses cousins, errant de ville en ville, pour ne pas être attrapé. Il ne voit que très rarement son papa pour ne pas éveiller les soupçons. Il termine sa clandestinité dans la région de Grenoble. Comme Annette Muller, il se cache quelques mois dans un orphelinat à Villard-de-Lans. Puis Solomon et lui rentrent à Paris. La vie y est difficile. Leur appartement est occupé. Ils ne parviennent jamais à le reprendre, tandis qu'il faut beaucoup de temps et d'avocats pour retrouver la propriété du magasin. Alors que Solomon et Serge vivent une vie de clandestin, Suzanne survit au camp de concentration de Birkenau. Son matricule est le 52-292. Le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau a été créé à partir de mars 1941. Les premiers convois y arrivent à partir de 1942. Un camp de concentration est un lieu fermé, souvent de très grande taille. Il est construit pour regrouper et détenir une population dans de très mauvaises conditions de vie. Le camp d'Auschwitz-Birkenau compte le plus grand nombre de prisonniers. Il est divisé en 10 sections séparées par des fils barbelés électrifiés, gardés par des SS qui font des patrouilles le plus souvent accompagnés de maîtres chiens. Dans ce camp, tous les détenus sont obligés de faire des travaux forcés très pénibles. Les conditions de vie sont inhumaines. Très peu de nourriture, pas d'hygiène, beaucoup de maltraitance physique. Ce camp est libéré le 27 janvier 1945 par l'armée rouge, c'est-à-dire les soviétiques. Aucun document concernant Suzanne n'a été retrouvé au musée d'Auschwitz. Nous savons toutefois qu'après Birkenau, elle est transférée au camp de Ravensbrück. Elle est libérée à Ludwig-Lust le 3 mai 1945. Elle est ensuite rapatriée en France et arrive au Lutetia, à Paris, le 19 mai 1945. Serge et Solomon s'y rendent pour la retrouver. L'hôtel Lutetia est un hôtel de luxe du 6e arrondissement de Paris, situé au numéro 45 boulevard Raspail. Pendant l'occupation, le service de renseignement et de contre-espionnage nazi y installe son quartier général pour mener la lutte contre la résistance. Après la libération, d'avril 1945 à août 1945, l'hôtel accueille les rescapés des camps de concentration nazis. Parmi les 76 000 déportés juifs de France, seulement 2500 reviennent. C'est là-bas que Serge et son père ont retrouvé sa mère. Les rescapés cherchent à contacter leur famille. Chaque jour, à la radio, les noms des rapatriés sont cités afin que les proches sachent s'ils sont revenus. On y retrouve maintenant une plaque rendant hommage aux déportés accueillis à l'hôtel. Je vais maintenant vous lire un passage du témoignage de Serge lors de son passage à l'hôtel. Un jour, j'écoutais la radio lorsque le nom de ma mère a été annoncé. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, il y avait des centaines de personnes à l'extérieur et ils criaient tous. Lorsque les survivants ont commencé à sortir, ils se sont retrouvés face à des centaines de personnes qui tenaient des photos de leurs proches, les cherchaient et leur demandaient « Avez-vous entendu parler de cette personne ? Connaissez-vous quelqu'un de ce nom ?» Ils avaient tous des photos des membres de leur famille, mais très peu de ces personnes disparues sont revenues. Mon père et ma mère ont eu de la chance. Malheureusement, 5 ou 6 de ses frères et sœurs et certains frères et sœurs de mon père n'ont pas survécu. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai revu ma mère, parce que je ne l'ai pas reconnue. Venant des camps, elle était mal nourrie et avait un regard sur son visage dont je ne me souvenais pas,
que je ne reconnaissais pas. Elle m'a reconnue, et elle était bouleversée, mais elle était différente. Elle avait été libérée, mais ce qu'elle avait vu et subi dans les camps, cela l'avait changée. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose de vide en elle. Elle était comme un fantôme du passé. Après bien des déconvenues, Solomon et Suzanne décident de quitter la France et de partir vivre au Canada. Ils s'y installent en 1947. C'est au Canada que Serge change son nom Weyhenreb en Vanry. Il nous a expliqué que c'était pour s'intégrer et s'assimiler plus facilement dans ce nouveau pays. Il faut plusieurs dizaines d'années avant que Serge ne découvre ce qui est arrivé à son petit frère Édouard. Au cours de notre enquête, nous avons d'ailleurs constaté que ce n'est qu'en 2011, soit 67 ans après sa mort en Pologne, qu'Édouard est déclaré officiellement mort en déportation. Enfin, notre enquête nous a conduit à entrer en relation avec les descendants de René et Marguerite Poignard, en particulier Éléonore, que nous remercions pour toute l'aide précieuse qu'elle nous a apportée. René et Marguerite Poignard ont reçu le titre honorifique de Juste parmi les nations en 2018 à titre posthume. Tout ce travail de recherche est aussi une façon de rendre hommage à leur acte héroïque qui a sauvé Serge. Ce titre est décerné par l'État d'Israël et le mémorial de Yad Vashem, qui est situé en Israël. Yad Vashem est le centre mondial de documentation, de recherche, d'éducation et de commémoration de la Shoah. Les justes parmi les nations sont les personnes non juives, qui ont aidé des personnes juives victimes de la Shoah en mettant leur propre vie en danger sans contrepartie. Les noms des justes de France sont inscrits dans l'allée des justes, en France, dans le 4e arrondissement de Paris, près du mémorial de la Shoah. Les personnes honorées sont reconnues pour leur courage, leur humanité et leur héroïsme. En 2022, on compte près de 28 000 justes dans le monde entier. La famille Poignard a elle aussi été décorée du titre de Juste parmi les nations. Ils reçoivent cette décoration en 2018 à titre posthume, pour avoir caché pendant plusieurs mois Serge Vanry. Les noms du couple Poignard figurent désormais sur le mémorial de Yad Vashem. Chers camarades de CM2, ici s'arrête notre enquête sur Édouard Weyhenreb. Pour conclure, nous souhaitons remercier toutes les institutions et toutes les personnes qui ont aidé à l'élaboration de ce projet. Nous remercions les Archives nationales, les Archives de Paris, la DAVCC, l'Holocaust Museum de Vancouver, le Mémorial de la Shoah, Yad Vashem, Badar Olsi. La famille Vanry, la famille Poignard, Michel Gluteau de l'Association contre les enfants de l'oubli, nos professeurs Madame Pouillot et Madame Bernat, mais plus particulièrement Serge, le frère d'Édouard, qui depuis Vancouver a répondu à nos questions durant 1h30 dans sa langue maternelle. Exercice ô combien difficile pour lui à 82 ans.